Oh là là. Ah, putain. Va faire sa vie, tu crevais. Ça va toi? Top 2017. Faut que je prenne mes notes. Et voilà, on va y aller. Salut les kids, c'est Masta, bienvenue dans la Masta Box. Aujourd'hui, on se retrouve pour le top 10 de l'année cinéma 2017. Jingle. Le top 10 cinéma de l'année 2017, les 10 films que j'ai le plus appréciés cette année, que j'ai pas tous vus au cinéma d'ailleurs, donc c'est un top 10 films 2017. Je me suis basé sur les dates de sortie françaises parce que sinon c'était trop compliqué quel film est sorti aux États-Unis. On va pas se compliquer la vie, on va prendre les dates de sortie françaises, comme ça on est tranquille. Alors avant de commencer le top 10, j'ai 4 mentions spéciales à faire parce que c'était une très belle année cinéma, il y a eu beaucoup de films et c'est un déchirement honnêtement de pas les mettre dans mon top. Ces 4 films, je vais en parler tout de suite et plutôt rapidement, hein, ça va être juste des mentions spéciales. Le premier, c'est Grave de Julia Ducournau, qui est un film de genre français, et c'est déjà très rare de mettre tous ces mots ensemble dans la même phrase. Alors je suis pas non plus dans le genre, oui, il faut absolument faire plus de films de genre français, parce que c'est pas vraiment mon kiff à la base, mais quand c'est bien fait, j'aime beaucoup ça, et Grave est extrêmement bien fait, j'ai adoré ce film. Je suis très content qu'il existe, et je vous conseille de le voir si vous l'avez pas vu. C'est un super film tout simplement. La deuxième mention spéciale va à Billie Lynn Long's Halftime Walk. Je sais plus quel est le titre français. Billie Lynn. Un jour dans la vie de Billy Lynn. Un jour dans la vie de Billie Lynn, c'est ça. Un jour dans la vie de Billie Lynn de Ang Lee. Ang Lee qui est connu pour avoir fait Brokeback Mountain et notamment l'Odyssée de Pi, qui avait réalisé un Hulk aussi, et puis quelques films de Kung Fu que je n'ai pas vu. Mais en tout cas, je suis extrêmement fan de Ang Lee. J'adore ce qu'il a fait avec l'Odyssée de Pi, et là j'adore ce qu'il a fait avec Billie Lynn. C'est un film de guerre qui parle de la condition des soldats américains qui partent en Irak et de la façon dont on les traite à leur retour. C'est un thème qui a été beaucoup fait dans le cinéma, mais là il est superbement traité. Je regrette juste de ne pas l'avoir vu en 120 fps, IMAX, 3D, parce que c'était comme ça que Ang Lee l'avait tourné, mais il y a seulement 2 salles de cinéma dans le monde qui peuvent diffuser ce genre de film, donc à quoi bon. La troisième mention spéciale, et c'est une mention spéciale avec un cœur, si ça a un sens, c'est pour Good Time des frères Safdie, qui est avec Robert Pattinson. Robert Pattinson, qui est un acteur incroyable. Depuis qu'il a arrêté Twilight, il ne fait que des putains de films. Il a fait aussi un super film cette année, j'aurais pu en parler, de Lost City of Z, qui était le dernier film de James Gray, et qui était excellent, et il était excellent dedans, et dans Good Time, il est magnifique, il est encore une fois au-dessus du lot. Pour moi, c'est clairement un des meilleurs acteurs de cette décennie, je pèse mes mots, et le film en soi est très très bon. La façon dont ils ont filmé New York, ça me fait beaucoup penser au premier film de Scorsese, cette espèce d'ambiance sale, cette violence, puis ce jeu avec les couleurs, il y a tout un jeu avec la couleur rouge, avec le... Enfin, en gros, à un moment, il se passe un truc et tous les deux ont le visage rouge et c'est magnifique. C'est une histoire complètement chelou, complètement... L'histoire est sous drogue. C'est un film sous drogue et c'est super. C'est un des meilleurs films de l'année et c'est ouf que j'ai même pas réussi à le mettre dans le top tellement le film est bon. Donc regardez-le à tout prix. Et la quatrième et dernière mention spéciale, elle est pour The Florida Project de Sean Baker, qui est un... En fait, je sais même pas quel genre mettre. C'est un espèce de drame social mélangé avec un... Je ne sais pas. Voilà, il faut le voir. Ouais, c'est un film contemplatif, mais en même temps, il y a beaucoup de dialogue et puis c'est très dynamique. En fait, il y a beaucoup... Enfin, c'est un film qui a pour personnages principaux des enfants. Et donc le film est tout le long à filmer à hauteur d'enfant et c'est très très intéressant et ça permet en fait de ne pas basculer dans justement le tir-larme que font d'habitude ce genre de film, à faire des enfants qui sont un petit peu abandonnés par leurs parents et puis ensuite les parents partent, etc. Non, là c'est vraiment tout le long en fait on est dans la vision d'un enfant, rien que le motel où elles habitent qui est tout en violet. Et c'est magnifique, enfin les couleurs dans ce film sont magnifiques, c'était pareil dans son film précédent, Tangerine, que vous pouvez regarder aussi si vous êtes chaud.
Voilà, il filme Los Angeles, il rend cette ville magnifique alors qu'il filme des endroits pauvres et voilà, enfin c'est vraiment une claque. C'est le dernier film, enfin un des derniers films que j'ai vu en 2017 et je suis très très déçu de ne pas pouvoir le mettre dans le top, mais en tout cas je ne peux que vous encourager vivement à aller voir The Florida Project, un des meilleurs films de l'année, mais pas un des 10 meilleurs films de l'année. Le 11e, allez, on lui donne le 11e. Numéro 10, Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve. Et merde. C'est quoi ce bordel? Mais je sais pas, putain, mais non. Attends, mais ça va revenir, c'est peut-être les plombs qui ont sauté, tu veux pas les voir? Je comprends rien à ce truc. Attends, mais j'en sais rien. Mais attends, en attendant, j'ai des petites lumières si tu veux. T'as des trucs, des... Ouais, j'ai un petit. Attends, bouge pas. J'ai le flash de mon portable, mais putain, j'ai plus que 30% de batterie, gros. C'est quoi? Attends, c'est des lumières de chantier. Ouais, super. D'accord, Pourquoi écoute. Pourquoi c'est des lumières de chantier, mec? Bah, mec, je suis réel, faut bien que j'ai un truc au cas où. Bon, ce qu'on fait, c'est que toi pendant ce temps, tu continues la vidéo. Et moi, je vais voir tes plombs, je vais voir ce qui se passe. Mais oui, mais si ça revient après, je vais faire quoi? Ça va changer? On est dans le noir Et c'est pas grave, de toute façon, faut finir la vidéo, faut faire la vidéo. Ouais, t'as raison. pour que le public- C'est bon J'ai pas envie de... Ouais. Ok, bon, ça marche, vas-y. Allez. Numéro 10. Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve. J'aurais aimé mettre ce film plus haut dans le classement. Avant de l'avoir vu, j'étais prêt pour le chef-d'œuvre en fait. Denis Villeneuve, c'est un réalisateur que j'aime énormément, que j'adore, même que je considère comme un des meilleurs réalisateurs en ce moment. Voilà, il avait fait l'année dernière Arrival, qui était mon film préféré de l'année 2016. Il avait fait Prisoners, Enemy, Incendie, qui sont tous des films incroyables. Donc quand ils ont annoncé une suite de Blade Runner, déjà j'étais inquiet, je me suis dit encore une éternelle reprise d'un film des années 70-80. Et puis quand ils ont annoncé Denis Villeneuve à la réal, je me suis dit, j'étais un peu déçu, j'avais pas trop envie de voir Denis Villeneuve se mettre dans ce genre de délire là. Et en même temps, j'étais un petit peu excité de voir qu'est-ce qu'il allait faire, parce qu'il avait jamais fait en fait de vrais blockbusters à ce point-là, même si Arrival était un film de SF à gros budget, c'était pas un film qui était destiné pour le grand public. Donc j'avais hâte de voir ce qu'il allait faire. Les premiers visuels sont sortis, je me suis dit c'est magnifique, la photographie est incroyable, elle est magnifique dans le film. Sur ça, il y a zéro reproche à faire, c'est le gros point fort du film, c'est sa beauté visuelle. Mais j'ai quand même quelques soucis avec le film qui m'empêchent de le considérer comme un chef-d'œuvre. C'est des petits détails, mais ça a son importance dans ce type de film. Je trouve notamment que la musique de Hans Zimmer est un petit peu décevante. J'aurais aimé quelque chose de peut-être plus original. Là, on est dans l'éternel Hans Zimmer musique, quoi, les grosses basses, les boum, boum. Et alors que le premier Blade Runner avait une BO qui était magnifique, qui était très musicale, et j'avais envie de voir une musique dans ce type-là. J'ai quelques problèmes aussi avec le personnage de Jared Leto, qui est le méchant du film. C'est pas la faute de Jared Leto, c'est vraiment ses dialogues et l'écriture de... Enfin voilà, tous ces monologues ne sont pas crédibles, en fait je les trouve très mal écrits, très bateaux, très basiques, alors que... Enfin voilà, j'allais encore faire une comparaison avec le premier, on va pas faire de comparaison. Mais voilà, j'ai pas trouvé le méchant très intéressant, j'ai pas trouvé la semi-méchante, celle qui bosse pour Jared Leto, très intéressante non plus. La scène entre l'intelligence artificielle qui est jouée par Ana de Armas, que je salue, aurait pu... Je sais pas si c'est parce qu'on a déjà vu ça dans Her, et que dans Her j'avais trouvé ça très beau. Là j'ai trouvé ça un petit peu... Je sais pas, j'ai quelques problèmes avec cette scène. Mais en tout cas, j'ai beaucoup dit de mal du film, c'est un grand film. Franchement, peut-être pas un grand film, mais en tout cas c'est un très bon film. Un des meilleurs films de l'année. Denis Villeneuve à la réal, c'est toujours très très bon. Ryan Gosling, lui aussi, il a fait une putain d'année. En tout cas, j'ai beaucoup aimé le twist final. Enfin, j'aime beaucoup le message du film qui est très intéressant parce que tout le long, je me suis dit, oh là là, encore les mêmes trucs, les mêmes personnages. Et au final, il a réussi à me surprendre là-dessus, donc c'était réussi. Puis j'ai bien aimé la performance d'Harrison Ford, que je trouvais un petit peu en dessous dans ses dernières prestations. Là, on sent qu'il avait envie de bien faire. La scène entre Harrison Ford et Ryan Gosling dans le bar avec du Elvis Presley, pour pas trop spoiler,
Cette scène-là est incroyable et extrêmement réussie. Toutes les bastons dans le film sont vachement bien faites, on sent vraiment les coups, il y a vraiment une violence et une froideur dans le film, enfin, c'est quelque chose que Denis Villeneuve fait beaucoup, tout ça, ça me plaît énormément. Mais voilà, pour les raisons que j'ai expliquées au début, j'ai eu du mal à me dire ce film est un chef-d'œuvre. Mais après, j'avoue que j'aurais dû aller le revoir, je l'ai pas revu. Mais voilà, en tout cas, il me laisse un petit goût amer, tout en étant un très bon film. Et c'est ça la force de Denis Villeneuve, c'est que même quand il nous déçoit un peu, il fait quand même des grands films. Donc voilà, je suis pas énervé. Numéro 9, La planète des singes de Matt Reeves. Dans une année blockbuster horrible pour les gens qui ont vu la vidéo flop, on a parlé de quelques-uns des blockbusters qui sont sortis en 2017. La planète des singes vient comme le messie, comme l'élu des blockbusters, le bon blockbuster de l'année, avec Star Wars, le dernier Star Wars qui était très bon. Je donne mon avis sur Star Wars comme ça, les dislikes vont tomber pour 2 secondes de vidéo. Matt Reeves est un excellent réalisateur. Il arrive toujours à faire une réalisation très léchée, très belle tout simplement, et très classieuse. Et j'aime beaucoup son style. Il avait réalisé le 2e volet de cette trilogie Planète des singes, qui était déjà très réussi. Mais là, je trouve que c'est la parfaite conclusion à la trilogie. Le personnage de César est plus charismatique que jamais. Andy Serkis est incroyable en performance capture. Ce mec, c'est vraiment le king de la performance capture. Et voilà, on s'attache énormément aux singes, et c'est déjà une grande performance de faire ça, tellement ils sont réalistes en fait. Et au-delà, parce que tout le monde a parlé du réalisme des singes, des effets spéciaux, je trouve les personnages des singes extrêmement bien écrits. Ce film est extrêmement touchant, et on croit aux relations entre les singes. Et voilà, tout simplement, cette trilogie est un tour de force, et je suis content qu'il la termine comme ça. Après, je pense que vu que ça a bien marché, ils vont encore continuer, faire des suites avec des réalisateurs un petit peu moins bons que Matt Reeves, et ça va être un petit peu moins beau, mais bon, c'est pas grave, ça arrive. En tout cas, big up au plan d'intro, qui est incroyable aussi. Euh, voilà, un des meilleurs blockbusters de l'année, un des meilleurs blockbusters tout simplement de ces dernières années, des années 2010. Et voilà. Si vous n'avez pas vu la trilogie, rattrapez-la de toute urgence. Bastien. Quoi? Je viens de voir du coup pour tes plombs. Et j'ai regardé avec tes voisins et tout, et personne n'a de l'électricité. Mais il genre. faut pas parler à mes voisins déjà. Mais oui, mais je sais pas, je comprends pas. Attends, viens, on regarde par la fenêtre. Viens. Oh, putain. Il n'y a plus aucune lumière. Comment ça, il n'y a plus aucune lumière? Il n'y a plus aucune lumière, c'est tout noir. Mais c'est tout noir, genre il n'y a plus de lumière dans ta rue. Mais même pas dans ma rue, même en face. J'ai jamais vu ça comme ça là. Donc ok, donc c'est pas que ton immeuble en fait, c'est toute la rue. Mais non, c'est c'est l'air d'être. Attends, c'est pas possible. Arrête, Mais- attends, coupe là. Qu'est-ce qui se passe, putain? Tu check Twitter? Mais oui, je sais que Twitter. Plus de lumière. Partout, même. Mec, c'est mondial. C'est la Corée, tu crois? Qu'est-ce que c'est? Bon, vas-y, c'est pas grave, viens, on continue le top. Nous, on a Viens, on continue le top. Mais on a les lumières et tout. Putain, Allez, viens. j'ai pas envie de faire ça. Numéro 8. Mode, Darren Aronofsky. Un film avec une histoire compliquée, puisqu'il a été vendu comme un film d'horreur un peu basique, ce qui a beaucoup déçu bon nombre de gens, surtout le grand public, vu qu'il a été extrêmement vendu, extrêmement distribué. Il a fait énormément d'entrées en première semaine, et puis après les gens ont arrêté d'y aller parce que le bouche à oreille était terrible. Le film a été extrêmement mal accueilli, et je comprends, et en même temps ça me fait de la peine, parce que pour moi c'est un vrai retour de Aronofsky, après son film d'avant, Noé, qui était pas son meilleur film, qui était pas honteux, mais j'avais été très déçu de le voir retourner là, à un style de film beaucoup plus prenant en fait, qui prend aux tripes. Et quand tu sors, t'as envie de te suicider. C'est quelque chose que je recherche quand je vais voir un film d'Aronofsky. Et c'est pas ce que les gens recherchent en général. Les gens, ils voulaient voir un film d'horreur, ils voulaient sursauter, ils voulaient se divertir, ils voulaient voir du sang. Ils voulaient pas forcément voir des massacres de... C'est un spoiler. Et voilà, ça me fait beaucoup de peine. Ça a été un bide monstrueux, surtout aux États-Unis. Après, en France, voilà, ça a fait son petit bonhomme de chemin. Superbe expression au passage.
Mais voilà, en tout cas, j'adore ce film. Jennifer Lawrence, j'ai un peu de mal avec elle en général. Là, Darren Aronofsky m'a réconcilié avec elle. Javier Bardem, enfin un bon rôle. Ça faisait des années qu'on l'avait pas vu jouer dans un vrai film. Et ça fait plaisir de le revoir. Il y a même Ed Harris et Michelle Pfeiffer. Bref, du beau monde. Et... Il y a quelqu'un qui sonne, non? Bah, je sais pas, vas-y, attends. Vas-y, continue, je vais voir ce qui se passe. N'ouvre pas, regarde juste qui c'est. T'inquiète. Bref. En tout cas, le film est une vraie claque. Ça c'est sûr et certain. Le film propose quelque chose et c'est un truc que je respecte énormément. Et je vous conseille de le regarder si, encore une fois, vous êtes prêts. Il faut savoir ce que vous allez voir. Vous n'allez pas voir un film d'horreur basique. Il y a tout un rapport avec la Bible, avec la religion, toute une métaphore. Beaucoup ont dit que c'était pas subtil du tout. Moi j'aime bien que ce soit très appuyé comme ça. Je trouve que c'est dans le style d'Aronofsky. En tout cas, ça me choque pas. J'ai pas été fan du dernier plan du film qu'on voit un peu venir. Mais en tout cas, ça a été une vraie claque, pure et simple. Et je suis très content de vivre des expériences comme ça au ciné. Donc Mother, un des meilleurs films de l'année, numéro 8, tout simplement. Et voilà, ce qui fait donc qu'on peut tout de suite passer au numéro 7. Et... Mec, il y a des gens qui sont rentrés dans ton appart. Hein? Il y a des mecs qui sont rentrés dans ton Bah appart. oui, mais vous êtes qui vous savez que La Planète des Singes c'était le film d'avant. Non mais Pizzo. Mais c'est qui a sonné? Mais je sais pas, j'ai ouvert la porte et ils sont Arrête. rentrés, ils m'ont dit qu'ils te connaissaient. Quoi? Mais oui, je sais pas, va voir, ils sont dans la cuisine, attends, viens, on va voir. Mais je t'ai dit de pas ouvrir. Mais oui, mais bon, Mais n'ouvre pas aux gens comme ça. Mais j'ai ouvert pour voir ce qui se passait. Oh, vous foutez quoi? Oh mais calme-toi gros. Oh les pommes noisettes, putain. Basta. Tu peux prendre du pain En vrai, Non. c'est pas la vie qui marche, c'est la vie qui reprend. Non, pas ça. Un café alors. Mais non, pas de café. Mais t'as encore 36 dosettes. Mais c'est pas ton problème ça, Mais c'est mon café. Quoi? Y'a quelqu'un qui veut des collins d'Alaska ou pas? Non, elle fait ça. Pizzo. Mais comment il me laisse seul maintenant? Rémi, chips. Ouais, je veux bien. Chop. Ah putain, vas-y, normal. Oh sortez de chez WAM là. Oh là là. Et si bien pour le cola, mec. Mal le cola. Mais il veut quoi? Et touche pas à ma cafetière, je t'ai dit. Quelqu'un veut du panettone? Non, touche pas à mon panettone, c'est ma grand-mère, c'était Noël il y a pas longtemps. Oh là là. Et c'est tout ce qui me reste. Ok. Tiens, panettone. Qu'est-ce qu'on Mais quoi? Qu'est-ce qu'on Mais fait pourquoi tu filmes encore toi? Mais viens, Tiens, les chips. on fait quoi? On se casse, C'est terminé la partie. Kefa. Bon, vas-y, Pizzo. Heureusement qu'on peut squatter là. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Comment ça, qu'est-ce qu'on fait? On finit le top, mec. T'es sérieux? Ça n'a pas de sens, il n'y a plus d'électricité nulle part, les gens ils pourront jamais la regarder, ça sert à quoi de faire ça là? Le top 10, c'est la vidéo la plus importante. C'est la vidéo attendue par plein de monde. Oui mais enfin tu te rends bien compte que s'il n'y a pas d'électricité... Bon. Tu sais quoi, on va la finir ta vidéo. En plus... Le numéro 7 il est bien. Numéro 7. It Comes at Night de Trey Edward Schultz. Trey Edward Schultz qui est un réalisateur très peu connu, qui avait fait un film avant ça qui parlait de... Mais on va en parler après de son film d'avant parce qu'il est intéressant à analyser avec It Comes at Night. En tout cas, It Comes at Night, c'est un film qui est un peu sorti de nulle part. Un film A24. Je vous promets que ce top n'est pas sponsorisé par A24, c'est indépendant de ma volonté. Et... Donc c'est un film avec ce bon vieux Joel Edgerton qui est un acteur que je détestais quand il a commencé à faire des films et que maintenant j'aime énormément depuis Midnight Special. Il a réalisé un film qui s'appelait The Gift, Le Cadeau, il me semble, qu'il est sur Netflix, que je vous conseille de regarder si vous avez Netflix, c'est un très bon film. Après il a joué dans Loving de Jeff Nichols, il était aussi très bon dedans. Et voilà, du coup, il a beaucoup grandi en moi. Et avec It Comes at Night, maintenant, je suis extrêmement fan de ce gars. Il y a aussi Riley Keough, je ne sais pas comment dire son nom de famille, mais en tout cas, elle est dans plein de films à 24. Et c'est une
putain d'actrice. Et voilà, le film en lui-même, encore une fois, on y revient avec Mother, a été vendu comme un film d'horreur lambda et basique, alors que c'est pas du tout ça. C'est un drame, c'est un thriller, un drame un petit peu fantastique. Et c'est très très intéressant de voir comment il manie en fait les codes de l'horreur pour en faire un drame tout simplement. Et il l'avait fait avec son film d'avant, dont j'ai oublié le titre bien sûr, qui parlait de l'alcoolisme et qui le traitait comme si c'était quelque chose de fantastique et qui tournait en fait au film d'horreur alors que c'était un film sur l'alcoolisme et la famille. Et encore une fois, il a fait ça. Bon, là, c'est un petit peu plus marqué horreur, puisque c'est clairement la fin du monde, et en gros, on comprend qu'il y a une infection, qu'il y a eu plein de maladies, peut-être pas une invasion zombie, mais en fait, beaucoup de gens sont morts d'une maladie. On n'aura jamais la réponse de qu'est-ce que c'est cette maladie, combien de personnes ont vraiment été touchées, qu'est-ce qui s'est passé, et ça a beaucoup déçu les gens. Big up, quand le film s'est terminé, j'ai entendu une femme dire « Mais ça vient d'où la maladie ?» Non, elle a pas dit ça. Elle a dit c'est nul, on sait même pas d'où vient la maladie. Bah non, on ne sait pas, mais ça fait partie du film, ça fait partie de ce mystère-là. Le film prend le postulat de suivre les personnages principaux et d'être uniquement avec cette famille, donc Joel Edgerton, sa femme et son fils. Donc on est à leur place, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas s'il faut faire confiance à certaines personnes qui vont croiser, on ne sait pas ce qui se passe vraiment avec la maladie. Et moi je trouve ça très intéressant, je trouve que c'est vraiment prenant ce truc d'être avec les personnages. On est avec eux, on a peur avec eux. C'est un film qui parle de la peur plus qu'un survival, ce qu'on est normalement en droit d'attendre d'un film comme ça. Les gens à mon avis s'attendaient à voir un survival avec des zombies, etc. Mais c'est pas du tout ça. Comme je l'ai dit, c'est un thriller dramatique, un petit peu fantastique, horrifique. En tout cas voilà, c'est très intéressant dans son traitement de la peur, de la paranoïa, de jusqu'où la peur et l'envie de protéger sa famille et ceux qu'on aime nous pousse à faire des trucs horribles. Et voilà, jusqu'où les sentiments qui font de nous des hommes nous poussent à devenir inhumains, tout simplement. Et ce film-là est magnifique. Donc It Comes at Night, numéro 7, et j'ai très envie de le revoir. Voilà. Bon. C'est bon, on a fait le numéro 7. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Faut faire la suite maintenant. Pourquoi t'es déprimé comme ça? C'est quoi ton délire? Mais excuse-moi, je suis pas dedans, y a pas d'électricité, y a rien, on sait pas ce qui se passe. Il est quelle heure là? Attends. Vas-y, le soleil se lève dans 20-30 minutes. Viens, on va dehors, ça va nous faire du bien, on va avoir un peu de soleil et de la lumière. Ouais. Allez, viens. Allez. Numéro 6. Song to Song de Terrence Malick. Enfin de la lumière. J'ai l'impression de voir le jour se lever pour la première fois. Comme j'ai eu l'impression de découvrir le cinéma pour la première fois quand je suis tombé sur un film de Terrence Malick. 2 ans après son controversé Night of Cups, sa Palme d'Or Tree of Life en 2011, Terrence Malick revient avec un film encore une fois très étrange et personnel. 4e film dans ce style-là, je ne saurais comment l'appeler. Une poésie qui me hante encore. J'ai vu en Terrence Malick ce que je n'avais jamais vu auparavant. Une manière de filmer les images, de jouer avec les cadres, avec les décors. Et puis cette photo de Emmanuel Lubezki, immense directeur photo, qui encore une fois sublime les images de Terrence Malick. Ah là là, Song to Song. Ah là là, Terrence Malick. À chaque fois je me dis non, cette fois-ci tu ne m'auras pas, Terrence. Cette fois-ci, je suis maître de mes sentiments. Et à chaque fois t'arrives à m'agripper. À chaque fois t'arrives à m'emmener dans ton monde. Ah, Terrence. Je sais que beaucoup te détestent, mais moi je t'aime. Et je t'aimerai sûrement pour toute ma vie. Chaque film est un voyage.
celui-là est peut-être le plus personnel de ta filmographie. Pour la première fois depuis Days of Heaven, t'essayes de faire des vrais personnages, et pas seulement des coquilles vides. Même si c'est pas ça qui t'intéresse, j'apprécie le geste. Rooney Mara est encore une fois splendide, Ryan Gosling parfait, Michael Fassbender j'ai un peu marre de voir sa gueule, mais on n'est pas là pour hater. Mais voilà, encore une fois la nature a repris ses droits dans tes films. Et même si tu essayes de faire de tes personnages de vrais personnages, on retiendra surtout cette beauté photographique, cette ambiance, cette musique, bref, du Terrence Malick. Numéro 5. Silence de Martin Scorsese. Martin Scorsese de retour 4 ans après le fameux Le Loup de Wall Street qui était sorti en 2013, qui avait fait beaucoup de bruit. Il y a des gens qui n'avaient pas aimé parce que c'était immature, parce que c'était vulgaire pour rien. Et du coup ça a peut-être un peu marqué Scorsese, puisque là il revient avec un film complètement opposé, qui est Silence, qui est un film sur le... Oui, il n'y a plus de courant, je le sais, pas besoin j'essaye de faire mon taf. Donc ce film-là, qui est un film sur la religion, on sait que Martin Scorsese, il est très attaché à tout ce qui est catholicisme, etc. Il a toujours voulu en parler. Plus son rapport avec la mort, on a beaucoup parlé des réalisateurs vieux dans les flops. Là, pour le coup, c'est vraiment un réalisateur vieux qui prend les thèmes intéressants de la vieillesse, la mort, le rapport avec la religion, tout ça. Et il y a beaucoup de gens qui ont reproché à Scorsese de dire oui, mais moi je suis pas catholique, donc ça me parle pas, parce que moi je m'en fous de la religion, donc je trouve ça inutile. Mais je trouve qu'il y a un message beaucoup plus intéressant au-delà de ça. C'est pas seulement jusqu'où est-on prêt à aller pour mettre sa religion, pour tenter sa religion, c'est aussi ses croyances en termes plus général. Donc ça reste un film intéressant, même si on n'est pas catholique. Moi je suis pas du tout religieux, voilà, je me livre à vous devant la caméra. Mais ça m'a quand même marqué et j'ai quand même beaucoup aimé. Après c'est vrai que le film est très long, il dure plus de 2h30. C'est un film qui est très aride, c'est très dur de rentrer dedans. Mais voilà, c'est une odyssée, c'est une fresque, il faut vraiment être à fond dans le film, faut se forcer à rentrer dedans. Et une fois qu'on y est, c'est cool. Les acteurs sont incroyables, Andrew Garfield est parfait, Adam Driver c'est le sang, et Liam Neeson, ça fait plaisir de le voir dans un bon film. Donc franchement, c'est juste pour moi un des meilleurs films de l'année. Il a été beaucoup critiqué, mais pour moi Scorsese est toujours au top. Et franchement, si vous l'avez raté au cinéma, matez-le, mais dans de bonnes conditions. Ne vous le mettez pas sur un ordi à 4h du matin, fonce-dé. Regardez-le vraiment prêt à vous mater un putain de film de 2h30. Et je vous le promets que ça va le faire. Et j'ai vu ce film dans très peu de top et ça m'a un petit peu choqué parce que quand même Scorsese c'est un grand réal. Silence c'est un grand film. Donc voilà, je suis... Excusez-moi. Adam Driver? Don't tremble. He'll tell you. Shanky? Bonjour Masta, je suis Lil Peep. Lil Peep? J'ai pris une apparence qui t'est familière pour ne pas te choquer. Je t'ai choisi pour remettre le courant dans le monde entier. Je sais même pas changer une ampoule et tu veux que je remette le contact dans le monde entier? Enfin Lil Peep, tu sais très bien que je suis un beamer boy, mais là tu m'en demandes un petit peu trop. Pour ce faire, tu dois sacrifier l'animal le plus sacré qui soit. D'accord Lil Peep. Bisous Masta, tu es le plus grand des beamer boys. Masta, il est temps de mettre à mort le cerf sacré. Déjà? Numéro 4. Mise à mort du cerf sacré, Yorgos Lanthimos. Quel film. Putain. Alors, Mise à mort du cerf sacré de Yorgos Lanthimos, c'est encore une fois un film compliqué à appréhender. C'est encore une fois un film difficile à genrer. Ne le prenez pas mal. C'est un espèce de thriller psychologique, fantastique,
complètement foqué. Enfin, en tout cas, c'est un film dans la veine de ce qu'a fait Yorgos Lanthimos depuis le début de sa carrière. Si vous n'avez pas vu Canine, allez le voir. Si vous n'avez pas vu The Lobster, allez le voir encore plus vite. Et je trouve que là encore, il a réussi à step up. Encore une fois, il fait encore mieux que The Lobster, sorti il y a maintenant 2 ans, que j'avais trouvé déjà excellent. Là, cette fois-ci, je trouve que c'est un chef-d'œuvre purement. On est dans tout ce qui a fait le succès de Yorgos Lanthimos, cette espèce d'ambiance froide, ce jeu complètement irréel, cet humour où on ne sait pas si c'est de l'humour ou si c'est un truc extrêmement gênant. Enfin, en tout cas, il joue avec ça. Il est constamment entre l'humour et le truc horrible. Il y a des scènes qui sont purement affreuses, limite de torture mentale. Quand tu les regardes, t'es vraiment pas bien devant. Mais moi, perso, je kiffe ce genre de film. J'adore Yorgos Lanthimos. J'espère qu'il va continuer à faire ce genre de film. En termes de réalisation, c'est juste magnifique. Les lumières sont splendides. Ça ressemble un peu à du Eyes Wide Shut de Kubrick. On sent qu'il est très inspiré par Kubrick. Il y a beaucoup de plans de travelling dans des couloirs qui rappellent Shining, évidemment. Mais j'ai beaucoup pensé à Eyes Wide Shut en voyant ce film. Déjà parce que Nicole Kidman joue la femme, mais dans le rapport qu'il a, enfin dans la façon qu'il a de filmer le couple, ça m'a un petit peu fait penser à ce film, cette espèce d'ambiance irréelle, un petit peu onirique. Voilà, il y a des scènes entre Colin Farrell et Nicole Kidman qui m'ont un petit peu rappelé Kubrick. Et aussi beaucoup les premiers films de Haneke, avec ces cadres extrêmement immobiles, où voilà, rien ne bouge, les personnages on dirait qu'ils ont du mal à avancer, qu'ils ont du mal à parler, enfin ça peut être très énervant à regarder. Mais c'est l'émotion que recherche, j'allais dire Haneke, c'est l'émotion que recherche Yorgos Lanthimos. C'est vraiment le malaise pur. Et à ce niveau-là, c'est réussi. Moi, j'adore ce film. Je vous conseille de le regarder. Évidemment, c'est un top 10. Donc, si vous l'avez raté, vraiment, foncez. Et en même temps, si vous ne l'aimez pas, je ne vous en voudrais pas. C'est normal. Je crois que même le réalisateur s'en fout que vous aimiez ou pas ce film. Voilà, Mise à mort du cerf sacré. Presque sur le podium, numéro 4. J'espère que la lumière va revenir. Les pipes, c'est ton tour maintenant. Devenir vegan, moi, je te le dis direct. Alors, T'as toujours pas de lumière, hein? toujours pas de lumière? Bah non. Je crois que t'as tué un cerf pour rien, mec. Non, j'ai pas tué un cerf pour rien. C'est Lil Peep. S'il dit les trucs, c'est que c'est vrai. On a Lil Peep, mec, ta carotte, c'est tout. Non, mais peut-être qu'il a juste remis la lumière pour moi. Peut-être qu'il a juste remis chez moi la lumière. On est chez toi, là, mec. Y'a pas de lumière. Ouais, mais... Non. C'est fait ken par Lil Peep. Hein. Tu sens partout en plus. On va en faire quoi du cerf? Bah on va le bouffer. Mec, on a pas que ça à foutre, là, j'ai pas faim. Viens, on finit le top. Ouais, t'as raison, ça m'a saoulé. Allez, viens, on en finit, il en reste 3. Oh, putain. Mec, Lil Peep nous a mis une carotte. Il se fout de ma gueule, quoi. Je bute des animaux à main nue. Vas-y, tu sais quoi, ça me saoule. De toute façon... Non, mais de toute façon, je vais m'habituer à la vie sans électricité. Mec, c'est 2018, nouvelle année, plus d'électricité, plus rien de toxique. C'est bon, c'est pas grave. Allez. En plus, numéro 3. Parfait pour se remettre la pêche. Numéro 3. La La Land de Damien Chazelle. Oh non! Tu vas pas chanter! Non, pourquoi tu dis ça, j'allais pas chanter? Non, mais tu chantes pas. Bah ouais, t'inquiète. Fais voir tes notes, vas-y. Ok, tiens. Mais attends, mais y a des rimes là, tu te fous de ma gueule. Quoi? Ça rime là? Non, enfin ça doit pas être fait exprès, c'est... Mais t'avais pas remarqué, arrête de te foutre de ma gueule, c'est une chanson ça. Y a un refrain et tout. Ah ouais? Allez, vas-y. Ouais, bon, ok. La La Land de Damien Chazelle. Beaucoup de gens en ont parlé avant moi. Ça a été le film peut-être le plus aimé de l'année.
il a fait énormément de buzz, il a pas gagné l'Oscar du meilleur film, mais il a quand même fait du buzz sur l'Oscar du meilleur film, puisque les gens se sont trompés et ont voulu donner l'Oscar du meilleur film à La La Land, mais ils l'ont filé à Moonlight, qui n'est pas dans le top, j'aurais pu en parler, c'est aussi une mention spéciale. Mais en tout cas, moi j'ai tout simplement adoré, pour ne pas être original. C'est clairement un des meilleurs films de l'année, ça restera je pense un classique. Je suis pas spécialement fan des comédies musicales à la base, je vais pas aller voir des comédies musicales de mon plein gré normalement. Là j'y suis allé parce que j'avais beaucoup aimé Whiplash de Damien Chazelle et que j'étais curieux de voir ce que ça avait donné. Et j'ai été extrêmement, pas surpris parce que je sais que Damien Chazelle est un bon réalisateur, mais de autant kiffer une comédie musicale, ça a été une très belle surprise. J'ai eu un petit peu peur dans la scène d'intro. Je me suis dit, si c'est ça tout le film, ça va être compliqué. Mais au final, il arrive bien à balancer entre comédie musicale et film. On s'attache beaucoup au personnage, la relation est crédible. Et voilà, après il y a de moins en moins de musique au fur et à mesure du film. Au fur et à mesure que ça devienne un petit peu plus sombre et un petit peu plus triste. Et je trouve que voilà, c'est réussi. Le jeu avec les couleurs est magnifiquement bien fait. Les chansons sont très bonnes, je réécoute encore la BO moult et moult fois. Et ouais, je vais pas en dire plus parce que La La Land c'est un excellent film, tout le monde l'a dit avant moi, d'autres l'ont mieux dit que moi. Mais si vous ne le saviez pas, allez le voir, tout simplement. La La Land, numéro 3, podium. Bah tu vois, c'était pas compliqué. T'avais pas besoin de chanter. Ouais, mais c'est moins, je sais pas, j'ai envie de faire un petit truc. Ouais, mais bon. Non, mais t'as raison, ça aurait été cheap. Rebonjour Masta. Lil Peep. Mais il est où Pizzo? Pizzo n'est plus là pour le moment. Eh, je viens de buter un cerf. Il est où l'électricité? Le cerf était un test. Tu l'as réussi. Bravo Masta. Un test? Maintenant, je vais te donner la clé pour remettre le courant, une bonne fois pour toutes. Rends-toi là où j'ai acheté mon premier comprimé de Xanax. Si vous n'y êtes pas dans 2 heures, il n'y aura plus jamais d'électricité sur Terre. Et tout le monde sera mort. Comme moi, Lil Peep. 2 heures? Mais Lil Peep! Lil Peep! Non, Lil Peep, tu pars pas, tu me laisses... Rends-moi Pizzo, moi! Mec, je me sens chelou là, il s'est passé un truc. Lil Peep est revenu. Alors? Apparemment, il faut qu'on aille à l'endroit où il aurait pris ses premiers cachetons de Xanax. Tu sais où c'est? Tes premiers... Mais bien sûr, mec. Je suis un fan de Lil Peep de la première heure. Suis-moi. Putain. Il nous fait chier, Lil Peep. Numéro 2, Nocturnal Animals, Tom Ford. Le premier film que j'ai vu de l'année 2017 au cinéma et on a dû attendre très très longtemps avant qu'il soit détrôné de sa place de numéro 1. C'est un film qui m'a mis une claque, tout simplement, avec peut-être une des meilleures scènes de fin que j'ai vues cette année au cinéma. Après oui, il y a des défauts dans le film, forcément. Le scénario est un petit peu complexe, parfois pour pas grand chose, parfois pas assez subtil, j'entends les critiques, mais visuellement c'est tellement beau, c'est tellement une claque, tout simplement, que ça me fait oublier tous ces petits défauts là, je les pardonne. Les acteurs sont fous, Jake Gyllenhaal, Amy Adams, Michael putain de Shannon, qui est un de mes acteurs préférés aussi en ce moment. Et voilà, Tom Ford c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, il avait fait Single Man il y a quelques années qui m'avait énormément plu aussi avec Colin Firth. Et là il revient, donc je l'attendais beaucoup et il m'a pas du tout déçu. C'était quasiment pour moi le film de l'année s'il n'y avait pas eu le film qui est numéro 1. Un des plus beaux films de l'année, tout simplement. La musique et la BO est incroyable, la scène de fin, enfin, tout est bon pour moi dans ce film. J'ai très peu de choses à lui reprocher au final. Et voilà. C'est bon, t'as fini mec? Ouais. Numéro 2. Par contre, il y a un truc chelou. Quoi? J'ai l'impression qu'on a suivi. Regarde. Il y a des phares depuis tout à l'heure derrière nous. Sérieux? Ouais. C'est chelou mec, ça se rapproche de plus en plus. Qu'est-ce qu'on fait? Accélère. Bah oui, bah j'accélère. Putain. Il est toujours derrière? On fait quoi? Bah je sais pas, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là on est bientôt arrivé hein. Oh putain. Basta. On est entouré de flics. C'est la fin. C'était des putains de flics mec. Je vais béton. Va remettre le courant. Je vais béton. Non mais il y en a trop, comment tu... Va remettre le courant. Enfuis-toi.
Allez, casse-toi, mec. Tout ça pour de la lumière. Faut que j'arrête d'écouter Lil Peep. Bon mec, on finit le top? Pizzo? Bah ouais. Qu'est-ce que tu fous là? Bah écoute, faut bien le finir le top. On va pas finir le top. On va pas finir le top, mec. T'es mort, littéralement. T'es un fantôme. Mec, la vidéo top c'est sacré. Tout le monde veut savoir ton top 10. Faut que tu finisses. Attends, mais il faut vraiment que t'arrêtes avec cette fixation sur le top 10 2017. Hein. Il faut que t'achèves ce que t'as commencé. Sinon je pourrais jamais être en paix. Bon, allez, je vais terminer ton top. Mais après, tu te bats. Promis, une fois que c'est terminé, je me casse. Numéro 1. A Ghost Story de David Lowery. Ah, A Ghost Story. Alors, David Lowery est un réalisateur très étrange et surprenant. Il a réalisé cette année, je crois que c'était sorti cette année ou peut-être l'année dernière, une adaptation live-action de Pete et Elliot le Dragon, qui était un film très moyen. Je suis allé le voir, ne me demandez pas pourquoi, j'ai une cartine et je fais ce que je veux. Et il nous sort, quelques mois plus tard, A Ghost Story, un film qu'il a tourné en secret avec Casey Affleck et Rooney Mara. Personne n'était au courant de ce qui se passait et ils ont tourné ça très rapidement, genre moins d'un mois, qui est un film totalement opposé à ce qu'il avait fait avec Pete Elliot le Dragon. Je pense qu'il en a eu marre des blockbusters, ou alors qu'il a pris l'argent de Pete Elliot le Dragon pour pouvoir faire ce film. En tout cas, merci à Disney, merci à Pete Elliot le Dragon, si ça nous a permis d'avoir A Ghost Story, parce que c'est clairement le meilleur film de l'année, un des meilleurs films de cette décennie, le film qui m'a le plus touché depuis très très longtemps. Émotionnellement, j'ai rarement vu quelque chose d'aussi fort. C'est très compliqué de rentrer dedans si on n'accroche pas au délire. Même si le film n'est pas très long, il dure qu'1h30, il est filmé en 4 tiers. C'est un film très lent malgré tout. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé de Rooney Mara qui mange une tarte. Je vous laisse découvrir ce que c'est. C'est vrai que c'est un petit peu long, mais moi perso, j'aime beaucoup ce qu'il a fait avec ce film. J'aime beaucoup qu'il soit allé au bout de ses convictions. J'aime beaucoup la radicalité de ce film-là. Et ouais, en plus de ça, il est extrêmement surprenant parce que la première partie du film, on croit savoir de quoi va parler le film. Et en fait, pas du tout. Le film part dans un... Non, j'ai pas envie de vous raconter ce qui se passe après. Vraiment, regardez-le. Mais en tout cas, voilà, c'est un film qui parle de la mort, qui parle de l'art. Mais pas d'une façon... Merde, je cherche le mot. Ah Tant pis. Tant pis. En tout cas, ouais, voilà, c'est un... J'ai beaucoup de mal à en parler parce que c'est vraiment un film qu'il faut voir, qu'il faut ressentir. Vraiment, essayez de le voir. Encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure pour Silence, mettez-vous dans des bonnes conditions. Vraiment, ça va vous retourner. C'est un film qui est à la base très triste, qui parle de choses très tristes, mais qui au final n'est pas un film dépressif, qui est un film qui rend un petit peu heureux aussi, enfin qui nous fait relativiser, et je trouve que c'est incroyable d'avoir réussi ça pour un film à aussi petit budget et tourné aussi vite. Donc vraiment, regardez A Ghost Story. Si cette vidéo sert à quelque chose, à vous faire regarder un seul film, choisissez A Ghost Story. Donnez de la force à David Lowery, donnez de la force à ce genre de film, et on se quitte là-dessus. Voilà, cette vidéo top 2017 est terminée. Tu peux la liker, tu peux t'abonner, il y a plein de contenu qui arrive. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Laisse un petit com, mets ton top 10 de l'année, ça fait plaisir de lire. Et on se retrouve bientôt pour notre part. Je vais aller, voilà, Pizzo va s'en aller, mais il va revenir pour la suite. Donc c'est pas grave. C'était faux hein, tout ce qui s'est passé. Vous êtes au courant? Ou peut-être pas. Enfin bref. On se retrouve bientôt les kids. C'était Masta. Bonne année. J'ai même pas dit bonne année. Bonne année à vous.
Je dis bonne année qu'aux gens qui restent jusqu'à la fin. On se retrouve bientôt. Des bisous. Yes, bram, la K47. On se retrouve. A Ghost Story. Yes, tchac, bra. Je suis Mafia Free. Jesus Christ, man.